Le 15 février 2021, le rappeur Booba a annoncé qu'il allait prendre sa retraite après la sortie de son 10e album, Ultra. Cette annonce est un événement parce que Booba est le rappeur le plus célèbre de France, connu même de ceux qui s'intéressent pas au rap, notamment pour ses clashs à répétition. Mais on ne peut pas résumer la célébrité de Booba au clash. Élu entrepreneur de l'année par GQ en 2016, Booba c'est à la fois un des plus gros vendeurs du rap français avec 2,7 millions d'albums vendus, mais c'est aussi une des plus longues carrières du milieu avec 25 ans d'activité, 10 albums, 5 mixtapes et plus de 60 singles dont un paquet ont été numéro 1. Et justement, l'argument de Booba pour arrêter sa carrière, de partir pendant qu'il est encore numéro 1. Le numéro 1 c'était ou Maître Gims en termes de vente, et ou moi en rap un peu plus hardcore. Ça c'est ton avis. C'est l'avis de tout le monde. C'est vrai, il y a c'est beaucoup de l'avis gens de tout qui... le monde et c'est les chiffres qui parlent. Mais la réalité, c'est que même si Booba se présente comme le numéro 1 du rap game, il n'est pas numéro 1 en termes de vente. Jul lui est passé devant. Alors Booba est-il un menteur? Non, parce qu'il reconnaît lui-même que Jul vend plus. Enfin, il y a le match entre moi et Rof et il y a le match entre les anciennes générations et les nouvelles générations, Ok. plus ou moins. Et toi, tu penses que tu vas arriver deuxième pour le coup? Ouais, je pense que Jul va arriver premier. Mais est-ce qu'il peut vraiment dire qu'il arrête au sommet? Les sons de Booba sont souvent numéro 1, mais pas toujours. Ce qui lui permet de continuer à affirmer qu'il est toujours premier, c'est qu'il définit assez soigneusement les critères de quelle comparaison compte ou non. Il se classe à part des rappeurs qui passent à la radio et dit de Jul, c'est pas le même public. Je n'ai peur que de Jul. Il n'y a que lui qui peut me battre, je crois. Je pense qu'il a un public plus large. Comparé à tous les autres qui sortent le 4 décembre, moi j'ai pas de passage radio. Mais au final, peu importe s'il est numéro 1 du rap ou numéro 1 de sa propre définition du rap, quel que soit le critère qu'on choisit, Booba est toujours énorme et sa carrière est loin d'être périmée. Alors pourquoi raccrocher? Quand vous avez un gars comme ça qui déborde d'ambition et qui passe 25 ans de sa vie à construire quelque chose, on s'attend pas à ce qu'il abandonne. Mais c'est pas ce qui est en train de se passer parce que Booba a toujours compris que le rap c'est un art, mais c'est aussi un business. Et d'un point de vue business, le moment est venu pour lui de trouver un nouveau produit à vendre. Ultra, ça me définit un peu, j'ai pas vraiment de milieu. C'est soit je suis très très gentil, soit très très méchant. J'ai pas de ultra quoi, c'est les extrêmes. Booba, c'est un paradoxe. D'un côté, il incarne les pires stéréotypes du rap, le machisme, le matérialisme, la vulgarité et la violence. Il partage avec Donald Trump l'honneur d'avoir été banni à vie d'Instagram. Récemment, t'as été banni à vie d'Instagram. Prix perpète. Ouais. Pourquoi? Parce que je n'ai pas suivi les règles. De l'autre côté, Booba est souvent considéré comme un poète, y compris en dehors du milieu du rap. Dès 2003, la Nouvelle Revue Française le comparait à Céline. Et Benjamin Biolay a affirmé que écouter du Booba lui donne l'impression de lire Dostoïevski en prison. Alors bien sûr, si vous écoutez pas de rap, ces comparaisons avec des monuments de la littérature peuvent paraître complètement absurdes. Mais le rap, c'est la musique la plus écoutée en France. Et qu'on aime ou non Booba, on est bien obligé de reconnaître que le gars a laissé une empreinte démentielle sur le rap français, et ce, dès le début de sa carrière. Le premier album de Booba n'est pas un album solo, c'est l'album Mauvais Oeil du groupe Lunatic où il rappait en duo avec Ali. Sorti en 2000, Mauvais Oeil est le premier disque de rap français produit par un label indépendant à atteindre le disque d'or, à une époque où on n'avait pas encore baissé les seuils à cause de l'effondrement des ventes physiques. Donc la carrière de Booba commence par un coup d'éclat. Surtout que Mauvais Oeil, c'est du rap particulièrement sombre que Skyrock a toujours refusé de diffuser, à une époque où cette radio faisait la pluie et le beau temps pour les artistes de rap. Aujourd'hui encore, Mauvais Oeil se retrouve dans plein de top journalistiques sur les meilleurs albums du rap français. 2 ans plus tard, Booba sort son premier album solo, Temps mort. L'album va être disque d'or et va à son tour devenir un classique. Mais en soi, sortir un album qui est considéré comme un classique, c'est pas exceptionnel, c'est arrivé d'artistes très différents comme IAM, NTM, MC Solar, Oxmo Puccino et j'en passe. Et de toute façon, tout le monde n'a pas la même définition de ce qui fait un classique du rap français. Mais l'impact de Temps mort a été plus profond que ça. Et sur ce point, je dois dire que je suis pas un expert de la musique. Mais pour comprendre Booba, il faut comprendre ce qu'il a apporté au rap. Heureusement, Fred, qui m'aide à faire les vidéos, est beaucoup plus calé que moi musicalement, donc le crédit pour ce qui suit lui revient entièrement. Alors quel a été l'impact de Temps mort sur le rap? Comme toujours avec Booba, ça a été un mix de créatif et de commercial. Sur le plan créatif, Booba a apporté une manière de rapper révolutionnaire, que ce soit par la violence de ses mots ou par la manière de jouer sur les assonances et sur les allitérations pour construire ses rimes. Puis s'écoute ça, ouais nous on shoot ça. Pas plus signé parce qu'on est suspect, nous on suce pas trop de soupape. Sous le capot trop de soupe, papa. Nous défier tes fous, t'as buté sous, bâtard. Aujourd'hui, ces fameuses rimes multisyllabiques sont assez répandues dans le rap français. Elles sont la marque de fabrique du légendaire Al Capote. Mais à l'époque de Temps mort, personne ne rappait comme ça. Du coup, beaucoup de rappeurs vont essayer de reproduire le flow de Booba, et ça va avoir un gros impact sur le style du rap français. Diams par exemple a changé son flow après Temps mort. Écoutez comment le rappait avant Temps mort. Les gens se fondent, une image toute faite
comme si elle est comme ça et même qu'elle a cette tête. Mais jamais on dit Diams elle est française. Bien que je le sois pas totalement, mais ça c'est de la foutaise. Ça c'est un flow qui est plus dans la lignée du hip-hop originel, peace and love, assez funky. Maintenant écoutez comment le flow de Diams se durcit après Temps Mort. Parce que la vie me donne de quoi écrire ma vie. Mon son est lourd, pousse le volume pour voir briser ta vitre. Parce qu'on est tous sombres et tous seuls à la fois. Parce que c'est toi qui as mal, tu sais qu'on est toujours seul quand ça foire. Temps Mort n'atteint pas seulement le disque d'or, il arrive à se placer deuxième du top album, alors que c'est la mode des émissions de télé-réalité Star Academy et Popstar. Le mec arrive à rentrer numéro 2 au top album, il se place entre les deux. Numéro 1 Star Academy, numéro 2 Booba, numéro 3 Popstar. Incroyable, en indé. Et ça, c'est son impact commercial. Parce que ce succès va montrer qu'on peut vendre des disques, même s'il y a des textes qui sont violents et vulgaires. Ça va entraîner une explosion du rap hardcore. Il y avait déjà des groupes jugés hardcore dans la scène rap comme Agression Verbale, Expression Directe ou NTM. Mais leur écriture n'était pas aussi gore que celle de Booba. Et pour obtenir un disque d'or, il fallait que leur album comporte des chansons un peu plus faciles d'accès. Si on prend NTM par exemple, il a fallu plusieurs années pour que leurs 2 premiers albums atteignent les 100 000 ventes. Et même si vous comparez leurs morceaux contestataires Police au texte de Booba, NTM est 2 ou 3 crans en dessous dans la violence des paroles. Jamais par la répression, vous n'obtiendrez la paix, la paix. La paix de l'âme, le respect de l'homme. Les intentions humanistes n'existent plus. Quand une passion est forte. Comparez ça à Booba. On l'a fait tout seul. Du sous-sol au toit sans poussole. De la caresse au doigt dans le boule, ça vient de Boulogne. Tu vois la fougue dans nos yeux, sli, nourris au pestieux. Illicite, ce qu'on peut sli. Mauvais Oeil avait déjà ouvert une brèche dans ce plafond de verre commercial. Mais Temps Mort va achever l'idée qu'il faut obligatoirement caser une chanson festive pour débloquer les ventes de disques. Alors bien sûr, ça va pas faire disparaître les rappeurs poétiques et conscients comme Solar ou IAM, mais ça va lancer une mode de rap de rue et une surenchère dans les punchlines choquantes. Plutôt que de rouler en Subaru, je préfère rouler en 2 chevaux avec un cadavre de flic sous la roue. Je vais mettre du savon sur mon gun, bam bouche. Et même chez les rappeurs qui ne font pas l'apologie de la délinquance comme Cynic ou Safe You, le monde est dépeint de la manière la plus sombre possible. Très longtemps, saucé, suicide, il va avec, meurtre, il va avec, l'alcool, il va avec. Mais l'influence de Booba sur le rap est surtout connue des gens qui s'intéressent à l'histoire de la musique. Du coup, merci à Fred qui m'a bien sauvé sur cette section. Pour le grand public, Booba se résume à ses clashs. Comme le montre Google Trends, Booba a atteint le summum de sa viralité suite à son altercation avec Caris à Orly. Et c'est vrai que les clashs peuvent prendre des proportions assez absurdes chez Booba. Cynic, Diams, Lafouine, Rof, Harry Russell-Mac, Patrice Carteron, Caris, NTM, Solar, IAM, que ce soit en chanson ou sur les réseaux sociaux, Booba a une longue liste d'ennemis. Donc l'explication de niveau 1 serait de penser que Booba c'est juste une racaille décérébrée qui a eu de la chance parce que numéro 1, il écrit des textes vulgaires et numéro 2, il s'embrouille tout le temps. Mais derrière cette image de mauvais garçon impulsif à l'ego surdimensionné qui fait du gangsta rap et roule en Porsche, il y a un stratège qui prend des décisions intelligentes et audacieuses tout au long de sa carrière. Dès 2004, il crée son propre label, Talak Records, qui donne une meilleure marge sur les albums. Et créer son label, c'est quelque chose qui est courant aujourd'hui, mais à l'époque, ça démontrait déjà une certaine vision entrepreneuriale. Surtout que c'était beaucoup plus dur de monter un label à une époque où vous pouvez pas diffuser votre musique facilement sur Spotify et la promouvoir sur YouTube. Toujours en 2004, il a lancé sa marque de vêtements, Uncut, sur laquelle on va revenir. En 2009, il est un des premiers à utiliser l'autotune sur l'album 09, ce qui provoque l'indignation chez les fans de rap et l'échec de 09, qui reste l'album le moins vendu de sa carrière. Mais aujourd'hui, presque tous les rappeurs utilisent l'autotune. Ce qui fait que rétrospectivement, Booba a vraiment été un visionnaire qui a anticipé la nouvelle tendance. Je pense qu'il manque d'ouverture. Tu sais, il reste bloqué à une époque, alors que moi, c'est comme la technologie, la musique, c'est comme le sport, les techniques d'entraînement, etc. Il faut vivre avec son temps. Je pense que les mecs ils vivent pas avec leur temps. Je pense qu'ils restent bloqués à une époque. Ouais, non, ça c'est le vrai hip-hop, blablabla. Début 2020, il avait même annoncé que son album Ultra ne sortirait pas en physique, mais uniquement en dématérialisé. Il est plus tard revenu sur ce choix, mais les versions physiques d'Ultra sortent après la version streaming et sont vendues uniquement sur son propre site. Tout ça prouve que Booba a une vision à long terme et qu'il est prêt à prendre des risques pour réaliser cette vision. Et des carrières de 25 ans, il n'y en a pas beaucoup dans le rap français. Et les quelques artistes qui rivalisent avec la longévité de Booba sont loin derrière au niveau des ventes. Le groupe IAM par exemple est en activité depuis plus longtemps, mais leurs albums font plus vraiment l'actualité et se vendent de moins en moins depuis l'école du micro d'argent, qui est sorti en 97. J'ai un record mondial je crois. Vu mon âge et vu que je suis toujours numéro 1. Je pense que dans le monde, il n'y a pas de rappeur qui ont accompli ça. Le secret de la longévité musicale de Booba, c'est d'avoir su se renouveler pour rester dans la tendance, quitte à faire des choix impopulaires comme l'autotune à l'époque de 09. Si le rap ça vous parle moins, on peut faire une comparaison avec le cinéma. David Fincher a fait une carrière de 30 ans en étant toujours au bon endroit, au bon moment. À la fin des années 80, il réalisait des clips pour Madonna. À la fin des années 90, il a fait le film qui encapsule la psychologie d'une génération entière avec Fight Club, un film qui a reçu des critiques mitigées à l'époque, mais qui est depuis devenu culte.
Et en 2010, il a remis le couvert, il a fait le film qui encapsule toute une décennie avec The Social Network. En plus de ça, Fincher a misé très tôt sur Netflix en produisant et réalisant leur première série originale, House of Cards, en 2013. Et tout du long, il a exploité à fond les évolutions technologiques pour exprimer sa vision artistique, comme l'a fait Booba avec l'autotune. Si j'avais pas chanté, je serais mort depuis longtemps, musicalement. Donc c'est facile de sous-estimer Booba. Mais si on regarde de près, il a prouvé qu'il savait où il allait. Et si on suit cette logique jusqu'au bout, on se rend compte qu'il est temps pour lui d'arrêter les albums. Quand il parle de sa retraite, Booba précise qu'il n'arrête pas le rap en général, mais seulement les albums. Et l'explication la plus simple, c'est que Booba il a 44 ans. Il veut éviter de se ridiculiser en faisant l'album de trop. Dans une de ses interviews, il l'expliquait comme ça. Si j'ai souvent parlé de l'arrêt de ma carrière, c'est parce que tu ne sais pas pendant combien de temps tu vas avoir de l'inspiration. Mais surtout, je n'avais pas vraiment d'exemple. J'étais obligé de me référer aux Américains, vu que ce sont eux les plus anciens. Et tous les anciens que tu voyais aux États-Unis devenaient has-been. Je ne pensais pas qu'après 35 ans, c'était possible de rapper et d'être encore numéro 1. L'un des déclics, c'est Jay-Z. Quand je l'ai vu être encore numéro 1 à 40 piges, faire danser jeune comme vieux en boîte, je me suis dit, la limite est repoussée. Parce que si tu regardais les LL Cool J et autres, c'est même pas qu'il devenait nul, c'est pire que ça. Il devenait ridicule. Booba est sans doute sincère dans sa démarche, parce que s'il a peur de devenir has-been, il n'y aura rien de pire que de revenir sur l'annonce de sa retraite. Mais en réalité, c'est pas tant une question d'inspiration qu'une question d'optimisation, parce que le marché du disque a énormément changé en 10 ans. Au milieu des années 2000, le marché du disque physique a essentiellement été assassiné par le téléchargement illégal. Après 10 ans de vaches maigres pendant lesquelles les musiciens devaient leur survie aux concerts et aux produits dérivés, les revenus de la musique sont repartis à la hausse grâce au streaming payant à partir de 2015. Mais le streaming n'a pas fait que sauver le marché de la musique, ça a aussi entraîné un changement des modes de consommation. En France, le prix d'un album qui vient de sortir tourne autour de 15 € pour le format physique. Pour le même prix, vous pouvez avoir un abonnement famille sur n'importe quelle grosse plateforme de streaming, comme Spotify, Apple Music, Deezer et Tidal. Un forfait pour une seule personne coûte généralement environ 10 € par mois. En plus de ça, Spotify et Deezer proposent des versions gratuites financées par la pub. Et tout ça, clairement, ça a changé la manière dont on écoute de la musique. D'abord, il y a beaucoup plus d'écoute aléatoire, de zapping, il y a beaucoup plus d'importance des playlists. Et puis ensuite, c'est beaucoup plus difficile de faire écouter un album entier à l'utilisateur, puisque le point d'entrée naturel, c'est plus forcément l'album, et la concurrence est infinie. Et ça veut dire que pour un artiste, sortir un album a de moins en moins de sens. Avant l'avènement du streaming, un album c'était le gros produit d'un artiste. C'était l'œuvre qui jalonnait sa carrière. Les singles, c'était plutôt un outil promotionnel pour le matériau noble, qui était toujours l'album. On sortait un premier single quelques mois avant l'album pour créer de l'attente, et un deuxième single au moment de la sortie de l'album pour pousser à l'achat. Et si l'album était vraiment bon, on sortait un troisième single pour booster un peu plus les ventes. Mais dans un monde où des millions de titres sont disponibles à tout moment, cette technique est obsolète. D'abord parce que tout le monde aura oublié votre single dans 6 mois, et ensuite parce qu'une fois l'album sorti, vos 12 ou 15 titres sont disponibles pour être écoutés en boucle pendant quelques jours, avant de finalement tomber dans l'oubli. Du coup, les artistes ont changé leur manière de faire. Pour promouvoir son album Reputation, Taylor Swift a publié 2 singles avant l'album et 4 autres singles après la sortie de l'album, pour un total de 6 singles. Le but, c'est d'occuper l'espace médiatique pour ne pas sombrer dans l'oubli. Et c'est une évolution qu'on a vue aussi chez Booba. Sur Temps Mort, il y avait 3 singles, sur Panthéon, il y en avait 5, sur Westside, il y en avait 6, sur 0.9, il y en avait 7, sur Lunatic, il y en avait 8, sur Future, il y en avait 8, sur Duke, il y en avait 8, et sur Nero Nemesis, il y a eu 9 singles sur un disque qui compte 13 morceaux. Alors il y aura des gens pour lamenter les bons vieux jours des albums avant que les méchants réseaux sociaux ne viennent pourrir la durée d'attention de nos enfants. Mais il faut se souvenir que les albums sont eux-mêmes le produit d'une certaine technologie. Les compositeurs du XVIIIe siècle ne créaient pas d'albums, ils écrivaient des symphonies et des opéras puisque la musique pouvait seulement s'apprécier en live. L'album est un format qui est apparu pour des raisons commerciales quand il est devenu possible de vendre des enregistrements musicaux. La durée normale d'une chanson qui tourne autour de 3 à 5 minutes vient de la quantité de musique qu'on pouvait stocker sur les premiers 45 tours. Et la durée normale d'un album a été choisie de la même façon en fonction de ce qui était possible de mettre sur un vinyle puis un CD. Mais il y a de bonnes raisons de penser que l'album c'était pas un format optimal, c'est pas un format qui correspondait vraiment à la manière dont les gens avaient envie d'écouter leur musique. Par exemple, une radio ne passerait pas un album complet dans l'ordre, il perdrait trop d'auditeurs en cours de route. Donc la seule vraie raison d'être des albums, c'est de vendre un support physique. Quand cette contrainte a disparu, dès les débuts de iTunes, les gens se sont mis à acheter des chansons à l'unité. Mais c'était pas non plus un changement inévitable dû à Internet. D'autres formats ont beaucoup mieux survécu à la transition vers le streaming. Par exemple, les films produits par Netflix suivaient essentiellement le même format et la même durée que les films qui sortent au cinéma. Pareil pour leurs séries qui tournent autour des 20-25 minutes pour des comédies et 50-60 minutes pour des dramas. Ces formats sont hérités des contraintes technologiques de la télé, mais ils correspondent assez bien à la manière dont les gens veulent consommer leur divertissement. Et donc les films n'ont pas été remplacés par des TikTok, ce qui aurait été le cas s'il s'agissait juste d'une réduction de la durée d'attention. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'un des seuls vrais changements que Netflix a fait au format de la télé classique, c'est de rendre les durées d'épisodes plus flexibles, là où précédemment il fallait que chaque pause pub soit au même endroit à la minute près dans chaque épisode.
Et bien sûr, Netflix a abandonné la programmation hebdomadaire en rendant toute la saison disponible d'un coup, parce qu'à partir du moment où la vidéo est à la demande, autant laisser chacun regarder à son rythme. Donc le fait qu'on mesure encore le succès d'un artiste en vente d'albums, c'est une bizarrerie historique. Il y a même une formule étrange pour convertir les deux, où 1500 streams sont équivalents à un album vendu. Mais d'un point de vue technique, le format de l'album, il est plus nécessaire. D'un point de vue commercial, il est plus suffisant. Et d'un point de vue créatif, il n'est pas le plus flexible. Donc pour en revenir à Booba, arrêter les albums, ça va lui permettre de ne sortir que les titres les plus forts, ceux qui auraient de toute manière servi de single. Et au lieu de laisser passer plusieurs années entre deux disques, il va pouvoir occuper l'espace médiatique plusieurs fois par an. Par exemple, s'il enregistre seulement 4 titres par an, il peut sortir un titre chaque trimestre et booster les écoutes de l'ensemble de son catalogue. C'est une bonne optimisation parce qu'en faisant 20% du travail, il obtient 80% du résultat. Et ça va lui permettre de concentrer le reste de son énergie sur ce qui va vraiment lui rapporter de l'argent. Quand vous achetez un disque à 15 € à la Fnac, le musicien touche entre 80 centimes et 1,2 €. Dans le cas de Booba, c'est plus parce qu'il sort ses albums sur son propre label. On peut estimer sans trop se mouiller qu'il touche au moins 2 € par disque. Donc avec 2,7 millions d'albums vendus, on peut imaginer que ses revenus de musicien hors concert s'élèvent à peu près à 6 millions d'euros pour l'ensemble de sa carrière. Réparti sur 25 ans de carrière, ça ferait un confortable 20 000 € par mois avant impôt. Mais la musique, c'est un business imprévisible. Prenez le groupe IAM. Ils ont vendu 1,6 million d'exemplaires d'un seul album, L'école du micro d'argent, qui est souvent considéré comme le plus grand album de rap français. Mais après ça, leurs ventes n'ont fait que descendre. Et même si on peut expliquer une partie de ce déclin par la crise du disque, leurs 3 derniers disques plafonnent à 50 000 exemplaires vendus, alors qu'ils sont sortis à l'époque du streaming légal, qui est comptabilisé dans les ventes de disques. Donc ils remplissent encore des salles de concert, mais leur apogée commercial est loin derrière eux. Et il y a pire. En 97, le rappeur Passy vend 500 000 exemplaires de son premier album, Les Tentations. Mais chaque album qui va sortir ensuite se vend moins que le précédent, pour finir sur un 4e disque qui s'écoule à 30 000 exemplaires en 2007. Après 6 ans d'absence, Passy tente un comeback en 2013 avec l'album Air Afrique. L'album se vend à seulement 10 000 exemplaires et Passy doit carrément annuler certains concerts, faute de spectateurs. Donc la musique, c'est une industrie où vous pouvez être le roi d'un jour avant de retomber dans l'oubli pour le restant de votre vie. Et ça, Booba, il l'a compris très tôt. Il a lancé sa marque de vêtements Uncut dès 2004, à une époque où vous ne pouvez pas être sûr que ses futurs albums allaient marcher aussi bien que les 2 premiers. Dans l'esprit du public, Uncut, c'est la marque de Booba. Pourtant, il est évidemment pas le styliste. Tu dessines des trucs ou pas du tout? Non, des fois tu... Enfin, non, mais je participe, je valide, comme dans tout ce que je fais. Prochain rêve... Et plus surprenant, Booba n'est même pas l'actionnaire majoritaire. La marque est détenue à 51% par Jérôme et Laurent Abitboul. Mais bien sûr, ça reste Booba qui fait la promotion et donne le ton. Dans les premiers temps de la marque, la promotion repose entièrement sur le rappeur qui portera du Uncut à chaque concert, chaque clip et chaque interview. Si ton polo c'est pas du Uncut, négro, ne le mets pas. Comme la marque fonctionne bien, elle peut chercher un nouveau public en dehors du rap. Elle va cibler le sport en devenant partenaire de l'équipe du dimanche sur Canal+, et fait même une apparition dans le jeu vidéo Saints Row 2. En 2015, au sommet de sa popularité, Uncut atteint les 15 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Donc c'est un vrai succès, et c'est probablement plus gros financièrement pour Booba que les ventes de disques. Mais l'histoire se termine en clash. En 2018, Booba claque la porte de Uncut et attaque ses anciens associés, les frères Abitboul, sur Instagram, en les traitant d'escrocs notoires, de menteurs, d'incompétents et de mauvais payeurs. On pourrait se dire que Booba a tué la poule aux œufs d'or, mais lui affirme que la marque avait atteint ses limites. Il était temps d'utiliser sa notoriété pour construire autre chose, et en 2018, il avait des leviers de négociation qu'il n'avait pas en 2004. Du coup, il lance une nouvelle marque de vêtements, Disconnected, et cette fois il s'entoure mieux. La présidente de l'entreprise, c'est Anne Cibron, qui est sa manageuse depuis 2002, et qui gère aussi 2 labels qu'elle a cofondés avec Booba. Et en plus de Disconnected, il a lancé une 2e marque de vêtements, La Piraterie, dont la première boutique a ouvert à l'emplacement de la toute première boutique d'Uncut. Créer une marque de vêtements pour un rappeur, c'est assez classique, il y en avait d'autres qui l'avaient fait avant, comme par exemple Joey Starr avec Comate. Mais Booba est clairement celui qui a le mieux réussi dans ce business. Il a été plus loin en lançant la marque de whisky Duke et l'agence de management de footballeurs Lifetime Players, des entreprises qui s'appuient elles aussi sur son image. Donc vu de l'extérieur, on pourrait se demander si Booba est quand même pas un peu dispersé. Par exemple, pourquoi lancer 2 marques de vêtements différents presque en même temps? Même si on considère que La Piraterie c'est la marque de produits dérivés de son label Piraterie Music, il aurait probablement pu créer la gamme Piraterie au sein des collections Disconnected. Mais en réalité, d'un point de vue marketing, il a raison de faire comme ça, parce qu'à partir du moment où vous avez une marque qui est connue de beaucoup de gens, la stratégie c'est de faire levier avec le maximum de manières possibles sur cette marque. C'est pour ça que Pikachu a son jeu vidéo, mais il a aussi son dessin animé, son film, des sacs, des trousses, des stylos, des t-shirts et même son slip. Donc Booba suit une stratégie d'extension de sa marque qui est complètement logique, mais il y a un élément qui est encore plus compliqué là-dedans. Parce que contrairement à Pikachu, Booba il est pas immortel. Quand on fait du gangsta rap, c'est compliqué de vieillir. Si vous êtes un auteur poétique comme Oxmo Puccino ou MC Solar, votre seul problème c'est de rester créatif. Mais le personal branding de Booba il repose sur ses muscles, sur sa vulgarité, sur son imagerie violente. Après la bagarre d'Orly, Booba s'entraînait pour combattre Caris en MMA.
Mais tout ce délire de mec dur, c'est un truc qui marche plus vraiment quand vous avez 50 ans. Parce que même si Booba a des tatouages et des armes à feu, ça reste un chef d'entreprise, c'est pas un chef de cartel mexicain. Donc même s'il joue un personnage dans ses morceaux, il doit rester crédible dans son rôle. J'ai du mal à comprendre cette date de péremption. C'est pas ça, mais c'est... Envoyer la chatte à ta grand-mère à 55 ans, c'est un peu bizarre. La première entreprise de Booba, c'est le rap. Il a tout déchiré dans ce business. Alors il s'est diversifié en investissant dans Uncut, dans le Whisky Duke, dans Lifetime Players et dans ses nouvelles marques de vêtements. À chaque fois en basant la promotion de ses entreprises sur son aura de rappeur. Mais aujourd'hui, son entreprise principale, Booba le rappeur, est condamnée à devenir obsolète, rattrapée par des concurrents aussi variés que PNL, Jul ou Nino, qui disruptent le marché, chacun à leur manière. Quand t'as un certain âge, pour moi, ça sert à rien de continuer si t'es plus dans la course. Enfin, moi, je suis un compétiteur, donc si je suis pas sur le podium, j'arrête, quoi. J'ai honte, en fait. Donc plus Booba s'attarde sur le marché du rap, plus il met sa marque en danger. Il va vieillir, et il va définitivement perdre son titre de numéro 1. Mais cette marque, pour le moment, elle a encore énormément de valeur. Peut-être même plus que sa musique en elle-même. Et du coup, il aborde cette question avec la même philosophie qu'avant, il regarde ce qui se fait aux USA, et il utilise son aura de rappeur légendaire pour booster ses futurs business. C'est pour ça que Booba cherche activement des nouveaux talents à signer sur les filières de son label Talak Records. Déjà dans les années 2000, il mettait des jeunes talents en lumière sur ses mixtapes Autopsy. En 2014, il a même créé le site web Au Calme qui remplissait le rôle des autopsies en version internet. Parce que Autopsy, c'est le Moyen-Âge, pour moi. La démarche d'Autopsy, c'était de faire connaître des nouveaux artistes. Aujourd'hui, j'ai un site Au Calme, des autopsies, j'en fais tous les jours. Par jour, je poste autant de nouveaux talents que je faisais une fois dans l'année sur un autopsie. Le site Au Calme n'existe plus, mais depuis 2015, Booba a créé 3 nouveaux labels. Produire des jeunes artistes, c'est une reconversion honorable pour un rappeur. Et ça peut même être très lucratif, parce que les producteurs d'un artiste touchent souvent plus d'argent que l'artiste lui-même. Et il y a un rappeur qui a fait ce chemin avant tout le monde, c'est Dr. Dre. Dre est devenu célèbre comme artiste en composant et en rappant au sein de NWA, les pionniers du gangsta rap américain. Son premier album solo, où Snoop Dogg apparaît en featuring sur presque tous les titres, s'est vendu à 6 millions d'exemplaires. Pourtant, Dre n'a sorti que 3 albums solo et dans la douleur. Entre le deuxième et le troisième album, il s'est écoulé 15 ans parce que Dre n'avait pas d'inspiration. Pourtant, en tant que producteur et directeur de label, il a enchaîné les succès, il a produit des monuments du rap US, comme Tupac et Eminem. Mais ce qui a rapporté le plus d'argent à Dre, c'est la création de Beats, la célèbre marque de casque, et l'application de streaming associée qui est devenue Apple Music, parce que cette entreprise a été rachetée par Apple pour 3 milliards de dollars. Donc finalement, la réputation et les connexions qu'il a construites grâce à la musique ont fini par valoir beaucoup plus que les ventes de disques. Vu l'aura nationale et les ambitions de Booba, c'est bien possible qu'il arrive lui-même à faire un gros coup. Mais pour préserver cette aura, il faut savoir partir au bon moment. Aucun musicien n'a envie de finir comme Elvis, empâté, accro à la drogue, et mourir d'une crise cardiaque sur les toilettes. Les artistes les plus légendaires sont souvent ceux qui n'ont pas eu le choix. Ceux qui sont morts au sommet de leur gloire, comme Tupac et Biggie. Malheureusement pour eux, ils ne sont plus là pour profiter de leur réputation. Booba essaie d'avoir le meilleur des deux mondes. Figer son image au plus haut point, et faire levier dessus pour construire un business bien plus rentable. C'est toujours intéressant d'analyser des rappeurs parce qu'il y a plein de parallèles avec mon propre business. Les meilleurs rappeurs utilisent leur musique pour construire une audience, et cette audience ils peuvent ensuite l'utiliser de différentes manières. Et parfois, ils construisent des business annexes qui sont beaucoup plus rentables que leur carrière musicale d'origine. Et ça, c'est une inspiration pour beaucoup de créateurs de contenu, notamment sur YouTube. On voit de plus en plus de youtubeurs suivre cette stratégie, et avec un grand succès. Si c'est quelque chose qui vous intéresse personnellement, j'ai une formation de 7 jours où je creuse plus en détail dans les stratégies que les créateurs de contenu utilisent pour vendre des produits annexes. Ça s'appelle Construire une audience qui achète, et c'est totalement gratuit. Le lien est en dessous de moi. À la prochaine.